Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Job, le rendez-vous emploi et RH de Bismart. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les jours pendant 1 heure et en direct. Dans le cercle RH, aujourd'hui, nous reviendrons sur les mesures d'aide aux entreprises annoncées par le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'économie Bruno Le Maire hier, comme l'exonération totale des cotisations sociales patronales pour les entreprises fermées administrativement. Nous verrons ça tout à l'heure avec nos invités. Dans Work in Progress, nous parlerons intelligence artificielle. Peut-elle véritablement aider les recruteurs et comment? Eva Azoulay, directrice du recrutement Monde chez L'Oréal, sera l'invitée de notre expert Jérémy Cléda. Et puis, dans notre rubrique Bien dans son job, on va s'intéresser aujourd'hui à la relocalisation des savoir-faire et de son enjeu sur les compétences. Pourquoi relocaliser et les entreprises sont-elles prêtes à accompagner et former leurs salariés? On en parle dans quelques instants. Mais avant de vous présenter mes invités, les news du jour par Sybille Aoujane. Bonjour Sybille. Bonjour Eva. Dans l'actualité aujourd'hui, les fabricants de verres, correcteurs et d'équipements optiques Essilor annoncent des fermetures. Elles concernent 5 sites, Vaux-en-Velin, Antony, Le Mans, Toulouse, ainsi que l'activité de distribution de Châlons en Champagne. L'entreprise souhaite regrouper ses activités dans un site unique en région parisienne. Ce nouveau site emploiera 300 personnes et représente un investissement de 40 millions d'euros. Essilor assure qu'il proposera à chaque salarié concerné un poste au sein de l'organisation, en priorité dans le nouveau laboratoire, mais la CGT estime dans l'usine nouvelle que seulement 5% des salariés seront prêts à les suivre. Une baisse historique des recrutements de cadres attendue en 2020, c'est un sondage APEC qui le dit. L'année 2020 devrait se solder par 170 000 recrutements de cadres, une baisse de 40% par rapport à 2019. Ce sont surtout les TPE et PME qui arrêtent d'embaucher. Qu'est-ce qu'une personne vulnérable à la Covid-19 ? La question se pose depuis que le chômage partiel est attribué ou non à certaines personnes selon leur vulnérabilité. Les personnes souffrant d'obésité et les femmes enceintes pourront à nouveau bénéficier du chômage partiel selon la décision du Conseil d'État. Il suspend le dernier décret en date du 29 août 2020. Ce décret avait réduit les critères de vulnérabilité à seulement 4 situations au lieu de 11. Mais les nouveaux critères ne sont pas suffisamment cohérents, indique le Conseil d'État. Voilà pour l'actualité aujourd'hui. Je vous laisse avec Eva et ses invités. Merci beaucoup Sybille. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, Frédéric Guzzi est avec nous. Ravi de vous avoir sur notre plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'entreprise et personnel, une association spécialisée dans les solutions RH. On va parler avec vous relocalisation des productions et l'enjeu des compétences derrière cette relocalisation. D'abord, on a beaucoup parlé relocalisation ces dernières semaines avec la crise de la Covid-19. Est-ce que les entreprises prennent aujourd'hui vraiment la voie de la relocalisation ? Alors, je vais pas faire de la politique et pas répondre directement à votre question. Je crois que c'est une introduction qu'on entend souvent en ce moment. Mais je pense que c'est un vrai phénomène. Je pense que d'abord, il faut poser deux, trois petites choses. C'est la question de l'intérêt et de l'objectif des relocalisations. On a tendance aujourd'hui à dire que les relocalisations vont permettre de créer de l'emploi. Voilà, le discours dominant, c'est celui-là. C'est voilà, on a délocalisé, on a détruit de l'emploi en délocalisant dans des pays où l'emploi la main-d'œuvre est moins chère, etc. En fait, si on regarde bien, les causes de la délocalisation sont plus complexes et pas mal d'économistes d'ailleurs de toute tendance. Il y a pas toutes les lignes sont assez d'accord pour dire que la principale cause des délocalisations, ce sont en fait il n'y a pas vraiment eu un phénomène énorme de délocalisation qui a impacté le marché du travail. Ce qui a impacté principalement le marché du travail, c'est les effets de la productivité. Ça, c'est l'effet
majeur. Alors après, on constate qu'il y a des écarts de production nationale entre les pays. C'est plutôt ça le sujet. Plus que délocalisation, c'est plutôt écart de production nationale entre les différents pays. Et on dit, ouais, l'Allemagne a fait beaucoup plus d'emplois industriels que nous, on en fait. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, et je fais le lien avec ce que je viens de dire, il y a un instant, c'est que le niveau de productivité de la France est bien supérieur à celui des autres pays européens. Donc l'Allemagne a un niveau de productivité qui est largement inférieur. D'ailleurs, on le dit souvent quand on dit qu'il faut créer de la croissance. Quand on crée de la croissance en France, pour créer de l'emploi avec la croissance française, il faut créer beaucoup plus de croissance pour créer de l'emploi en France qu'en Allemagne. Pour vous, c'est l'indicateur qui est intéressant, c'est celui-là. C'est vraiment l'indicateur qui est intéressant, c'est celui des gains de productivité. Après soyons justes, il y a un certain nombre de secteurs qui effectivement ont délocalisé. C'est l'industrie textile beaucoup, et l'industrie pharmaceutique effectivement également, avec des logiques qui sont très différentes. L'industrie textile a délocalisé effectivement parce qu'on a une main-d'œuvre moins chère dans des pays principalement d'Asie du Sud-Est, qui permet aussi de proposer des produits moins chers à la consommation française. Donc il y a aussi la question de l'acceptation de prix plus chers si jamais on relocalisait. Et puis l'industrie du médicament, alors là c'est un petit peu différent, c'est lié également au modèle économique où l'industrie du médicament a préféré localiser les productions à plus forte valeur ajoutée, les brevets et les productions de médicaments avec des brevets qui sont des brevets innovants, qui sont des brevets nouveaux, et plutôt délocaliser les produits à forte compétition, qui sont sur des marchés à forte compétition. On en a beaucoup parlé justement de l'industrie pharmaceutique et des relocalisations ces dernières semaines. Tout à fait. C'est des secteurs qui sont concernés. Pour parler donc très clairement de relocalisation, quels secteurs sont concernés et est-ce que les entreprises sont prêtes ? Alors, en fait, moi, je pense que s'il y avait relocalisation, il n'y aurait pas forcément création d'emplois. En fait, les secteurs qui sont concernés, ça peut être tous les secteurs. La question qui se pose, c'est pourquoi on fait des relocalisations. Et en fait, il y a 3 possibilités pour faire des relocalisations. La première possibilité, c'est l'indépendance, la souveraineté économique et industrielle. Donc ça, c'est un enjeu. On se dit, on veut être moins dépendant dans notre création de chaînes de valeur de pays lointains. Alors, on l'a vu en particulier pour... C'est la question qui s'est posée pour les masques et les médicaments. Des masques et des masques beaucoup, et des médicaments aussi, évidemment. Pour le Doliprane, on a constaté qu'on a du mal à s'approvisionner en Doliprane, mais c'est effectivement une molécule qui est très concurrentielle. Donc, voilà. Donc ça, c'est le premier point. Donc c'est vraiment la question de la souveraineté. Et le deuxième enjeu, c'est celui de l'empreinte écologique, puisque effectivement, quand on produit à l'autre bout du monde, il faut faire venir les produits sur le territoire français, et là, ça coûte le transport, mais c'est surtout ça produit beaucoup de pollution, on va dire. Et le troisième effet, c'est l'emploi. La question, c'est pourquoi on veut relocaliser. Et à mon sens, compte tenu de ce que j'ai dit sur le niveau de productivité de la France, si on relocalise en France, on va relocaliser pour faire produire par des robots, si je veux faire une formule un peu simple, et pas pour faire produire par des salariés. Donc relocaliser, oui, les entreprises sont prêtes. La question qui va se poser, c'est est-ce que ça a un intérêt, quel est l'intérêt d'un point de vue économique qu'on recherche en France? Est-ce que c'est souveraineté économique? Est-ce que c'est une question écologique ou c'est une question d'emploi? Si c'est une question d'emploi, on risque d'être un petit peu déçu. En fait, c'est ça ce que je voulais développer depuis tout à l'heure en parlant de productivité. Parce qu'on parle donc on parlait d'industrie textile, en effet, on a du mal à imaginer qu'on va relocaliser une main-d'œuvre peu qualifiée aujourd'hui en France pour les payer pour travailler dans ce secteur-là. On est donc plus sur de la robotisation, oui. Et donc des gens qui accompagnent cette robotisation, un personnel qualifié, oui, dans la tech, dans l'informatique. C'est ça. Donc si on relocalise, ce qui va se passer, c'est que la production va être éventuellement relocalisée en France, mais ne va pas forcément créer d'emplois, disons, de production. Donc on n'est pas sur de l'emploi, on est sur de la compétence. Alors, le sujet de la compétence concerne... Alors, tout le monde est compétent, tout le monde a son niveau de compétence, mais le sujet de la compétence, tel que je pense que vous l'envisagez, c'est la question de la recherche et du développement, et c'est la question des compétences, je dirais, à forte valeur ajoutée. Alors, j'aime pas trop ce terme quand même, parce que ça voudrait dire que ceux qui ont moins de compétences n'ont pas de valeur ajoutée. C'est évident, mais c'est une expression qui signifie simplement que ce sont des compétences qui permettent de produire de l'innovation, qui permettent de produire de la recherche et du développement, et donc qui permettent de développer des innovations et d'être un leader dans certains domaines, de l'industrie mondiale. Honnêtement, on n'a pas besoin de relocaliser pour ça.
Voilà. La recherche et développement, encore une fois, je le redis, hein, la question c'est pourquoi on veut relocaliser. Je pense qu'on n'a pas besoin de relocaliser pour développer les compétences nécessaires en recherche et développement, les hautes compétences, les compétences très très qualifiées. On peut engager déjà des plans, et on a un vrai sujet aujourd'hui en France de nécessité de développer. Et donc nous, on est une association dans les RH. Voilà, il nous reste une petite minute. Expliquez-nous exactement ce bien. que vous faites avec votre association, comment vous accompagnez les entreprises. On est une association d'entreprises, donc les entreprises, elles adhèrent à entreprises et personnel, et en fait, on travaille avec les entreprises pour réfléchir aux différents phénomènes qui impactent leur politique RH et leur politique sociale. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, c'est que l'enjeu des entreprises, c'est bien de développer, de capter, d'attirer, de fidéliser des compétences à forte valeur ajoutée qui n'ont pas qui vont avoir pour objectif de créer de la valeur pour l'ensemble de l'économie, de créer de la croissance pour l'ensemble de l'économie, et après éventuellement de permettre de créer de l'emploi dans les différents niveaux de la société. Il faut faire les bons arbitrages. Il faut savoir sur quel type de métier c'est intéressant d'aller. Et sur lesquels on le sait, et on le sait. Je vais faire un point très rapide, même ultra rapide, sur un problème qu'on a en France, c'est le problème même de la formation initiale. Et de la formation initiale, et après de l'entretien des compétences. Donc le sujet vraiment qu'on a aujourd'hui en France, c'est la question du niveau de compétence, de l'adaptation. J'ai entendu que vous alliez recevoir quelqu'un de chez L'Oréal qui travaille sur l'intelligence artificielle. Nous, on travaille énormément sur l'intelligence artificielle. Et effectivement, la question de l'évolution des métiers à l'heure d'une part, la digitalisation, qui est déjà un phénomène qui est bien engagé, et aujourd'hui du mouvement qui s'est accéléré, que celui de l'intelligence artificielle, ça c'est un enjeu majeur. Alors ça ne va pas être forcément très créateur d'emplois, mais ça va être très créateur de croissance à court terme. Merci beaucoup Frédéric Guzy d'être venu sur notre plateau. Je le rappelle, vous êtes directeur général de l'association Entreprises et Personnel. Tout de suite, c'est Work in Progress avec Jérémy Cléda. Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle. Work in Progress, c'est chaque jour avec Jérémy Cléda, cofondateur de Welcome to the Jungle. Bonjour Jérémy. Bonjour Eva. On parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, donc dans les ressources humaines. Oui, exactement, et peut-être plus précisément sur le recrutement. On sait en fait comment ce sujet, au-delà de l'idée que ça remplace encore des personnes, peut concrètement aider les recruteurs à gérer ces process de recrutement. Il peut y avoir énormément de candidats et aussi peut-être à aider à améliorer le process en lui-même, éliminer certains biais qu'on peut avoir collectivement et qui sont assez naturels. Et on va en parler avec Eva Azoulay. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice monde du recrutement chez L'Oréal. Donc je pense que c'est, en tout cas, par exemple, le sujet de volume de candidatures, j'ai l'impression que vous le connaissez bien, parce que si j'ai bien compris, vous recevez 1 million de CV par an. Près d'1 million de candidatures, tout à fait. Et ce chiffre-là, on peut le mettre en rapport avec le nombre de recruteurs. Je crois que vous avez un peu moins de 200 dans le monde. Absolument. Ce qui est un chiffre qui ferait rêver, je crois, pas mal d'entreprises, évidemment. Mais c'est vrai que quand on voit la différence entre les deux, elle est énorme. Donc est-ce que l'intelligence artificielle, ce genre de choses, peut vous aider à gérer ces volumes et assurer d'ailleurs une qualité de process de recrutement meilleure ? Oui, en fait, le portrait, vous l'avez déjà dressé. Quand on voit les volumes de recrutement chez L'Oréal, on recrute entre 13 000, 15 000 candidats par an, partout dans le monde, dont un tiers de cadres. On a effectivement, comme vous l'avez dit, entre 150 et 170 recruteurs. Finalement, ce n'est pas tant que ça pour recruter un tel volume. Et surtout, on a, comme vous l'avez dit, près d'1 million. On reçoit près d'1 million de candidatures par an. On a 5 millions de visiteurs sur le site Carrière. Donc, on est quand même sur des volumes qui sont assez, qui sont assez énormes. Donc, on cherchait effectivement assez tôt cette aventure d'intelligence artificielle. On ne l'a pas commencé hier. On l'a commencé dès 2015. On a commencé à faire des tests dans certaines de nos filiales. Mais on l'a lancé surtout pour adresser ce sujet du volume. D'accord, donc le sujet principal, c'était quoi ? C'était le gain de temps ? Alors, c'était le gain de temps, mais pas uniquement. C'est-à-dire, en fait, dès le début, on s'est posé plusieurs objectifs en disant, oui, il faut que les solutions qu'on va aller chercher nous aident à gagner en efficacité, mais il faut aussi que ça nous aide sur la qualité, à avoir peut-être des candidatures de qualité. Il faut que ça nous aide sur la diversité, puis je crois qu'on va y revenir, c'est un sujet clé sur l'intelligence artificielle. Et il faut que ça nous aide aussi sur l'expérience candidat. L'idée, c'était pas uniquement d'apporter de la valeur aux recruteurs, mais vraiment que ça nous aide sur l'expérience candidat. Et oui, je vous en prie. Non, et la façon dont on l'a fait, je voulais juste préciser, la façon dont on l'a fait, c'était tout de suite de se dire,
On veut que ça permette à nos recruteurs d'être, comme on l'entend beaucoup en ce moment, des recruteurs augmentés. Donc on est parti dans cette dimension d'intelligence artificielle de dire AI est plutôt sous l'angle de augmented intelligence et pas uniquement sous l'angle de artificial intelligence. C'est-à-dire que l'humain reste au centre, la décision de recrutement, elle reste tout à fait humaine en fait. Peut-être concrètement aussi pour que les gens comprennent aussi ce que ça veut dire, ce sujet d'intelligence artificielle dans le recrutement. Par exemple, vous utilisez un chatbot dans votre process, vous utilisez aussi un outil de compatibilité culturelle. Oui. Comment ça marche alors le chatbot, c'est un robot conversationnel, comme on dit. Donc ça, c'est une solution qui est assez connue, on va dire, du grand public. Donc c'est un chatbot qui va interagir avec le candidat une fois que le candidat a envoyé sa candidature. Donc vous appuyez sur le bouton Send Application ou Apply, et là vous allez être mis en contact avec ce robot qui tout de suite annonce la couleur. C'est-à-dire le candidat sait tout de suite qu'il est en train d'interagir avec un robot et pas avec une personne humaine. Et là, il va y avoir une conversation où ce chatbot va poser des questions en lien avec les prérequis du job. Est-ce que vous êtes disponible à ces dates-là pour ce stage? Est-ce que vous avez vu que le job était situé dans telle ville? Ce job, il est rémunéré tant? Est-ce que vous êtes OK avec ça? Est-ce que vous avez une autorisation de travail, etc. C'est vraiment pour valider les prérequis qui fait que sinon, en fait, on aurait perdu du temps potentiellement après. Absolument, parce qu'effectivement, quand un recruteur appelle un candidat, qui va checker ça, donc c'est le fameux pré-screening téléphonique, même si vous vous rendez compte au bout de quelques secondes que le candidat ne sera pas éligible pour votre job, vous n'allez pas lui raccrocher au nez. Donc vous allez parler, vous allez interagir. Donc ça a fait gagner quand même un temps certain aux recruteurs. Donc ça, c'est quand même le gros avantage. Juste pour terminer sur le chatbot, l'avantage, c'est que, comme on s'adresse quand même à des populations assez jeunes qui ont l'habitude de ces outils, ils nous font quand même des retours très positifs. Ils sont contents d'interagir avec l'entreprise dès le début. Ça évite de tomber dans ce syndrome du trou noir post-application. C'est plus conversationnel, quoi. C'est plus conversationnel. C'est plus conversationnel et le chatbot répond aussi à des questions sur la culture d'entreprise, sur le process de recrutement, etc. Jérémy Cléda parlait aussi de compatibilité culturelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous a intrigués. Voilà. Comment on est compatible avec L'Oréal? Avec L'Oréal. Alors, c'est une solution qui est en fait un test qu'on propose aux candidats, qui vont être des questions ouvertes. Donc, vous avez 3 à 5 questions, ça dépend des pays, qui vont être des questions aussi larges que quand vous avez à gérer une situation dans laquelle vous devez sortir de votre zone de confort, comment vous vous y prenez, etc. Donc le candidat rédige en fait des réponses et sur la base de ces réponses, en fait, la solution, l'algorithme va émettre un score et ce score va être utilisé par le recruteur pour l'aider finalement à prioriser quels sont les profils qu'il doit recevoir en priorité en entretien, par exemple. Mais ces solutions, elles sont complètement customisées pour L'Oréal, c'est-à-dire que pour pouvoir construire effectivement ces solutions, on a construit le bench vraiment avec toutes les filiales de L'Oréal qui utilisent ces solutions. Aujourd'hui, on a une quinzaine de pays qui les utilisent. Et justement, ça nous amène à un sujet qui est assez clé, sur tout ça, qui est, on dit que l'intelligence artificielle peut aider à supprimer certains biais cognitifs qu'on a dans le process de recrutement. Oui. On est tous un peu biaisés, alors pour X ou Y raison. Est-ce que vous avez aussi ce sentiment, parce qu'on peut se dire, d'ailleurs, vous en parlez, en fait, l'IA se construit quand même en fait, sur des algorithmes et sur des valeurs, sur des principes que l'humain construit en amont. Est-ce qu'on peut quand même arriver à travailler ça et à faire en sorte de limiter ces biais au maximum ? Oui, alors c'est une question qui est complexe. Je crois que de manière générale, il faut y aller simplement sur ces sujets-là, se dire, à partir du moment où vous avez des solutions qui vous permettent de screener, de trier au-delà du CV, c'est intéressant à explorer. Parce que le CV, c'est un faux ami. On le sait, c'est quand même ce qui nous fait tomber. Pour vous, c'était quoi d'ailleurs les biais les plus forts historiques, notamment avec le CV? Je vais donner un exemple qui est très fort, c'est le biais de l'école, par exemple, ou l'université, où effectivement, quand vous avez un recruteur qui doit trier une pile de CV comme ça, on est tous des êtres humains, on tombe dans des biais qui vont naturellement, pour réduire un petit peu la pile, on va tomber dans qu'est-ce que le recruteur met derrière tel type d'école, tel type de majeur, tel type de formation académique. Et ça, on veut casser un petit peu ça, parce qu'on sait que derrière le volume, finalement, se cache quand même la diversité. Et puis si on va tous recruter les mêmes profils dans les mêmes écoles, etc., on sait que c'est un frein majeur et qu'on se retrouve avec des gens qui se ressemblent et qui pensent pareil. Ce qu'on veut absolument éviter. Ce que je vous dirais sur les biais de la diversité, il faut faire attention parce que souvent on a cette image de l'AI, il y a un truc un peu magique. L'AI n'a pas tous les pouvoirs. Il faut regarder en fait tout l'écosystème autour.
comment vous formez vos recruteurs, comment vous créez le process, tout le process qui vient autour de la solution. Tous nos recruteurs chez L'Oréal sont formés au billet inconscient. C'est une formation qui est obligatoire et qui se fait en continu. Ils sont systématiquement sensibilisés à leur propre billet inconscient. Donc ça, c'est une barrière, enfin, c'est un élément qui est assez majeur. Et après, on va se faire aider. On a mis en place l'année dernière un audit éthique de la solution de matching culturel avec un cabinet extérieur. On s'est fait aider par des data scientists dans un grand cabinet de conseil. On ne prétend pas être des experts du sujet. Donc on a vraiment besoin de se faire aider. On a une approche extrêmement prudente et responsable, je dirais. Et alors, ces 150, 170 recruteurs dont vous parliez, est-ce que demain, on parlait d'ailleurs il n'y a pas très longtemps sur le plateau de métiers qui évoluent, de compétences qui évoluent, est-ce que demain, les recruteurs, c'est des data analystes ? Alors, c'est sûr que les compétences des recruteurs, elles changent. Moi, je vous dirais, je suis assez fière finalement qu'on ait permis à un certain nombre de recruteurs dans le groupe L'Oréal de très rapidement de connaître ces solutions-là, de savoir les manipuler, de savoir travailler avec, parce que quelque part, en faisant ça, ils participent à créer un peu le job de demain, le job de recruteur de demain. On sait que c'est une tendance, voilà, on ne va pas revenir en arrière. Donc, je suis contente qu'on se soit lancé là-dedans, même si, encore une fois, on le fait de manière toujours très prudente, très progressive. Mais on l'a fait quand même. Et je pense qu'on a très bien fait de le faire parce que sinon, vous prenez du retard, en fait. Si vous ne vous lancez pas dans ces solutions, si vous ne screenez pas les solutions qui existent, finalement, vos recruteurs, ils restent un peu bloqués dans le monde d'avant. Donc, sur un marché compétitif, en plus. Sur un marché extrêmement compétitif. Et l'IA permet donc, je voudrais revenir sur ce que vous disiez, permet d'accepter des profils plus atypiques. Selon vous, elle permet plus ça peut-être que l'utilisation du CV. Oui, c'est-à-dire que, encore une fois, quand on commence le gros intérêt, si vous voulez, de ces solutions, c'est vraiment de screener au-delà du CV. Donc c'est sûr que par rapport à l'exemple que je donnais tout à l'heure sur les écoles ou les universités, effectivement, ces solutions, qui ne sont pas forcément des solutions d'intelligence artificielle, d'ailleurs, qui peuvent être des solutions d'automatisation, qui vont parfois, effectivement, assez souvent, laisser passer dans le filet des candidatures qui peut-être auraient été écartées par des recruteurs humains, parce que, encore une fois, ils peuvent tomber parfois dans ces billets de pour aller vite, j'ai besoin de réduire la pile, alors je prends un peu des raccourcis. Oui, ça c'est une réalité et on a pu le mesurer dans les pays dans lesquels on utilise ces solutions. Merci beaucoup Eva Azoulay, directrice du recrutement Monde chez L'Oréal, d'être venue sur le plateau de Smart Job. On passe tout de suite à notre rubrique Travailler demain. Retour sur le plateau de Smart Job, toujours avec Jérémy Cléda, cofondateur de Welcome to the Jungle, et on parle toujours d'intelligence artificielle avec votre invité. Oui, exactement. Bon, on en a parlé dans un cadre un peu large, et chez L'Oréal, et je pense qu'une question que beaucoup de gens se posent, mais ces outils d'IA, concrètement, quels ils sont ? On va avoir un exemple très concret et parlant, j'espère, avec Mouhidine Sev. Bonjour Mouhidine. Bonjour Jérémy. Vous êtes le fondateur de Reminder. Et donc justement, c'est une solution d'intelligence artificielle qui permet d'analyser le parcours professionnel des candidats et du coup, bien sûr, d'aider les recruteurs à, on l'espère, faire les bons choix. Comment ça marche concrètement, voilà, pour quelqu'un pour qui tous ces mots sont un peu étranges? Tout à fait. Donc Reminder qui est devenu par ailleurs HRflow, car le nom en fait il a changé tout récemment. Donc Reminder en fait ou HRflow répond à un besoin qui est très spécial, en fait, très large. En fait, chez aujourd'hui les entreprises qui travaillent sur les données RH. Aujourd'hui, on sait que les données RH sont pour la plupart du temps non structurées, sont extrêmement en fait abondantes, et aussi un gros problème, c'est qu'elles sont distribuées sur énormément de systèmes en fait et d'outils en fait différents. Aujourd'hui, un recruteur en fait va être amené à utiliser plusieurs job boards différents, publier notamment son annonce sur Welcome to the Jungle, passage obligatoire. Il va gérer en fait les compétences de ses collaborateurs en fait sur des outils par exemple comme SAP, gérer la formation sur Cornerstone, utiliser par exemple Talentsoft comme outil de recrutement. Donc il va utiliser énormément d'outils. Et donc HRflow, ce que fait exactement, c'est vraiment se connecter à toute cette panoplie au fait d'outils différents. Donc consolider au fait de la donnée avec de l'intelligence artificielle pour pouvoir en fait la normaliser, l'enrichir, la qualifier et permettre en fait aux entreprises de construire en fait des scénarios finalement pour ces données-là, pour soit assurer en fait le suivi des candidatures, matcher en fait des talents en interne pour des besoins de mobilité ou tout simplement construire des statistiques pour des besoins de GPEC.
C'est vrai parce que, par exemple, on avait le cas de L'Oréal juste avant, quand on y repense à 1 million de candidatures par an. On n'a pas aussi parlé de la partie, en fait, ce qui se passe après. Donc là, on voit bien que votre solution, elle peut aider sur le recrutement, mais elle peut aussi aider pour comprendre les parcours des gens, c'est ça? Comprendre si une personne, par exemple, en interne, pourrait postuler à une offre aussi en interne? Tout à fait. Donc nous, le positionnement qu'on a, c'est un positionnement qui était à la base assez technique. En fait, on est une API, donc on ne fournit pas de plateforme en fait, avec une interface. On va vraiment s'appuyer sur les outils existants en fait, chez les entreprises. Et vous connectez tout. Exactement, on va se connecter. On va pas essayer de changer en fait, les usages. Donc l'intelligence artificielle est déjà en général en fait, besoin d'un certain accompagnement. Donc on s'intègre avec les outils existants. On est complètement transparent en fait, dans l'ensemble des process. Et on est là pour les accélérer, pour les optimiser. Alors on imagine, pour connaître un peu ce monde-là, la plupart des outils sont relativement monolithiques et chacun fait une partie du job. C'est d'ailleurs un peu le sujet de la fragmentation du marché RH. Comment on fait alors pour construire une solution qui va aller tirer le meilleur de chacun? On imagine que ce n'est pas évident. En fait, tout à fait. Aujourd'hui, il y a une vraie, disons qu'il y a un vrai au fait, trade-off au fait, entre le fait de dire j'utilise un outil, un tout en un qui est finalement un tout ou rien, où je décide au fait, de conserver de l'agilité dans mon organisation. Et finalement, je prends le meilleur de chaque sujet. Je prends le meilleur de chaque sujet. Et moi, j'ai une vision, par exemple, en enterprise software qui est plutôt au fait, en API, ou une organisation. Pour des grands comptes. Pour les grands comptes, exactement, qui va permettre au fait, de choisir le meilleur outil et ensuite au fait, les connecter avec des outils qui vont permettre de gérer au fait, la donnée entre ces outils et pouvoir les consolider. Et on le voit très très bien aujourd'hui dans le monde du marketing. Par exemple, aujourd'hui, quand on fait du marketing, on est amené à utiliser du Salesforce, du HubSpot, du Mailchimp, énormément d'outils différents qui chacun sont très très bons dans leur domaine. Et ils existent au fait des outils, par exemple, je cite Société Segment qui vient d'être acheté par exemple Twilio dans le monde du marketing, qui va permettre au fait d'interconnecter les outils entre eux tout en étant complètement transparent. Donc on l'installe au fait au début et après au fait la solution devient complètement transparente. Merci Maudine Sève, fondateur et CEO donc de anciennement Reminder et maintenant de HRflow.ai. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous Jérémy Cléda. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles rubriques Welcome to the Jungle. Dans Smart Job, on marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour le cercle RH. Le cercle RH, aujourd'hui, on revient sur les annonces du président de la République, mais surtout celles du Premier ministre et du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Hier, le chômage partiel pris en charge à 100% jusqu'au 31 décembre 2020, l'exonération des cotisations sociales patronales pour les TPE-PME, le renforcement du fonds de solidarité pour certains secteurs ou encore la mise en place d'un nombre de jours minimal par semaine de télétravail pour les entreprises et les postes qui le permettent. Pour analyser ces mesures, sont avec moi en plateau Jean-Marie Leroy, président du cabinet Cadra Consultant. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Jonas Haddad, avocat et vice-président de la Fondation Concorde. Bonjour. Bonjour. Et Stuart Shaw, consultant en stratégie d'opinion chez Via Voice. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les trois d'être sur notre plateau. Des annonces de soutien aux entreprises en réponse donc à la mise en place du couvre-feu en Île-de-France et dans d'autres métropoles françaises. Ma première question, on parlait de relance il y a quelques semaines. Là, est-ce qu'on n'est pas plus dans le sauvetage ? On est dans le sauvetage parce qu'il y a une certaine panique générale, clairement. Maintenant, il faut en faire une opportunité. La crise est une source d'opportunité, très clairement. Et nous, Quadra, cabinet de chasse de tête, donc conseil du dirigeant, dans ces moments-là aussi, on est en train de constater avec les dirigeants les plus vaillants, les plus affûtés, qu'il faut être très courageux managérialement et qu'au contraire, il faut se transformer peut-être plus vite que prévu. C'est ça qu'on peut retenir. En tout cas. Vous arrivez à être optimiste. En tout cas, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que soit on subit, soit on prend le manche. Et clairement, si on dit qu'on prend le manche, c'est qu'on prend des décisions. Alors, prendre une décision, c'est prendre un risque. Mais ne pas prendre de décision, c'est subir. Stuart Shaw, on est clairement dans un plan de sauvetage plus que dans un plan de relance.
Alors effectivement, pour donner peut-être un contexte d'opinion, on réalise un baromètre économique avec HEC tous les 2 mois. On a réalisé une première vague en juillet dernier. On était effectivement sur des inquiétudes, mais qui commençaient à marquer le pas. C'est-à-dire qu'on voyait effectivement une fin de crise, en tout cas le bout du tunnel d'une crise très profonde. Des cas, des entreprises plutôt optimistes sur leur avenir. Exactement, comme disait très justement monsieur, une forme presque d'enthousiasme, de créativité à revenir vraiment dans une activité pleine. Et puis on a réalisé une deuxième vague au mois d'octobre, et là c'est la dégringolade, puisqu'on est plus sur un temps entre guillemets de plateau, mais on est plus vraiment aujourd'hui dans un déclassement, dans une crainte, une inquiétude très profonde sur la conjoncture qui va venir. Pour vous donner un ordre d'idée, on réalise un indice statistique du moral des cadres dirigeants français. Le calcul aujourd'hui, on a le même score que l'on retrouvait pendant la crise de 2008. Donc c'est pour vous donner vraiment l'ampleur. Donc on est vraiment face à un contexte qui est très délicat. Il faudra s'habituer à intérioriser cette nouvelle normalité avec des incertitudes qui sont évidemment énormes. Qu'est-ce qu'on se dit quand on voit une multiplication des annonces encore aujourd'hui, exonération totale des cotisations sociales? Est-ce qu'on se dit le gouvernement paraissait prêt, ou est-ce qu'on se dit plutôt mince, on revient boucher encore quelques trous en dernière minute? Non, ce qu'on peut se dire en fait, c'est qu'en réalité, l'économie c'est de la psychologie. Beaucoup de psychologie. Et comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, on parle de deuxième vague, et le plus grave, c'est... alors, il l'a dit en français, le président Macron, mais c'est ce qu'on appelle le stop and go. C'est-à-dire qu'en gros, un certain nombre de personnes se disaient « ça y est, on est reparti ». Là, on restoppe à nouveau. Et les investissements, les recrutements, les financements, puisque les banques ont tari aussi le flot d'argent qui était disponible, sont en train de se tarir. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut imaginer? D'abord, je suis parfaitement aligné sur le fait qu'on ne peut pas se payer le luxe du pessimisme. Aujourd'hui, on peut plus se dire on va se prendre la vague sans rien faire en réalité. Soit on la surfe, soit on se la prend en pleine face. Mais surtout, il y a aussi autre chose, c'est que la réalité de l'impact est encore minorée. Je donne 2 chiffres. Le premier chiffre, c'est Pôle emploi, qui considère qu'il y a un peu moins d'1 million d'emplois directs qui risquent d'être supprimés. Ça veut dire que lorsqu'on considère qu'il y a un certain nombre de foyers et qu'il y a un emploi par foyer, c'est des millions de personnes qui vont être touchées. À côté de ça, le cabinet Altares a fait une étude assez remarquable sur le nombre de faillites en France, doublement du nombre de faillites en France. Alors, quand on a dit ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a des mesures, il y a des leviers. En dehors des plans spéciaux, vous avez aujourd'hui un droit, par exemple, des entreprises en difficulté en France qui est très adapté. Des conciliations, des mandats ad hoc, des sauvegardes. Et donc, en fait, il faut se saisir de tous ces outils qui existent pour faire effectivement, comme vous l'avez dit, essayer de boucher les trous là où on peut, etc. Mais vraiment, ce qui est le plus important, c'est que l'économie, c'est de la psychologie. Et je trouve que psychologiquement, l'État est en train de mettre le paquet et c'est extrêmement important pour nos entrepreneurs. L'État met le paquet. On n'est pas en train de figer là un peu l'économie? À la fois, l'État met le paquet en assistance. Personnellement, en tant qu'entrepreneur, ce qu'il faut, c'est favoriser les marchés, la richesse, aligner, chercher à évoluer. Le marché, il est en train de bouger, donc il faut bouger avec ce marché. Là, l'assistance, pour moi, qu'on a, évidemment, c'est agréable et c'est nécessaire, très clairement. Mais ça ne résout pas du tout le problème. On a un vrai sujet. Moi, je vais prendre juste un exemple. Les professionnels de l'événementiel, qu'on connaît très bien puisqu'on les accompagne dans leur recrutement de cadres et de qui, eux, dirigeants. sont en très, très grande difficulté. Grande difficulté. On parle de retour à la normale, pas avant 2024. Enfin, c'est catastrophique. Erreur magistrale. Ce sont les professionnels par excellence de la relation. Ils sont dans l'intermédiation, ils sont dans la relation. Au contraire, on devrait s'appuyer sur l'inventivité. Ils sont très créatifs. On devrait s'appuyer sur eux pour, au contraire, regarder comment faire bouger les choses. Alors, bien sûr qu'on ne peut pas mettre une fosse dans un concert, ce serait absurde. En revanche, des salons professionnels qui favorisent le développement économique, des congrès qui favorisent les échanges économiques. Ça, il faut au contraire les favoriser, il faut les soutenir. On devrait en faire des marqueurs avant-gardistes.
et aller tester avec eux un certain nombre de choses. Donc moi, je serais beaucoup plus dans cet avis, avec l'avis de les mettre devant et de les faire tenter des choses, de les faire expérimenter. Et après, et ils sont très inventifs, et ils viennent de tous les secteurs d'activité. C'est pas une cloche avec des gens dans un univers très fermé. Non, ils se nourrissent de plein d'expériences. Les 3 secteurs les plus innovants en France, c'est le luxe, l'IT et l'événementiel. Donc servons-nous de ces secteurs pour, au contraire, aller plus loin. Ils seront très inventifs et on pourra se servir de leurs expériences clients, finalement, pour d'autres secteurs comme la santé, dans les EHPAD, dans toute l'économie sociale et solidaire. On aurait besoin de cette inventivité des professionnels de la relation. Voilà, c'est ça que j'ai envie de souligner et qu'il faudrait aller encourager. Et là, on prendra le manche. Stuart Shaw, vous êtes d'accord avec ce que dit Jean-Marie Leroy? La vision n'est peut-être pas assez globale, on ne fait pas assez confiance, on est sur des mesures plutôt ciblées, très pointées, alors qu'il faudrait peut-être... On attend l'État, ou alors l'État cherche à organiser les choses. L'État ferait bien, excusez-moi, ferait bien au contraire d'aller chercher les initiatives, de pousser des initiatives. C'est davantage comme ça que je verrais. Faire confiance aux entreprises. Oui, j'abonde absolument dans ce sens. Je pense vraiment qu'en termes d'opinion, on est vraiment dans 2 temporalités très différentes. C'est-à-dire qu'en mars, on était effectivement dans une temporalité de la sidération, du bouleversement, où on attend la voix de l'autorité. C'est l'exécutif, un accompagnement. Aujourd'hui, on est dans un temps qui est différent, vous le disiez très justement. On a vécu aussi une période de crise très profonde. On a commencé à faire émerger des solutions, à être créatif. Vous employez ce mot à juste titre. Et donc, je pense qu'à ce stade, on est plus peut-être en mesure d'être légitime à proposer, non plus à attendre du gouvernement, mais à proposer des voies nouvelles, des leviers d'action. Je pense que c'est assez symptomatique aussi de ces restaurateurs, par exemple, qui commencent à se poser la question si effectivement c'est légitime d'imposer ces nouvelles mesures, si c'est efficace. Parce que effectivement, est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes, étant donné que nous avons vécu aussi cette expérience-là, étant donné que nous avons mis en place certaines choses, que nous avons réinventé aussi des manières de faire, on n'est peut-être pas plus en mesure d'évaluer un peu mieux la situation que l'exécutif ou les institutionnels. Voilà. C'est une question qui est évidemment très importante. Oui, il y a un problème de consultation dans toutes ces mesures qui sont prises par le gouvernement depuis quelques mois. Les partenaires sociaux, les entreprises ne se sentent pas du tout consultés. Oui, mais d'un autre côté, ces partenaires sociaux, en fait, aujourd'hui, sont éclatés. Ils ont une représentativité qui est très faible. Votre émission s'appelle Smart Job. La structure du marché de l'emploi, aujourd'hui, n'est pas du tout celle qu'ont connue les politiques qui sont aux manettes aujourd'hui. Vous avez beaucoup plus de gens qui sont aujourd'hui indépendants, qui sont consultants. Il y a des nouvelles formes d'emploi, des nouvelles formes de travail. Ces gens-là ne sont pas syndiqués. Ces gens-là, on ne les voit pas. Et pourtant, dans notre pays, il y a 1 million d'auto-entrepreneurs. Il y a des gens qui sont en portage salarial, en coopérative d'activité. Et toutes ces personnes-là, eh bien, il faut aussi penser que depuis le début de la crise, ils se la prennent de plein fouet parce que ce sont parfois des fonctions pas support, mais c'est-à-dire qui viennent se greffer sur des activités qui existent. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que la structure du marché de l'emploi va profondément changer après cette crise. On n'aura pas la même structure, on aura des besoins qui seront parfaitement différents. Ça ne veut pas dire qu'il y aura plus ou moins d'emplois. Les emplois seront différents. Qu'est-ce qui va changer ? Je pense que malheureusement ou heureusement, c'est une réalité. Notre société va vers, en ce moment, et on le voit même dans nos façons de payer, on va vers moins de contact. Et donc, les métiers qui seront liés au contact seront extrêmement importants. C'est-à-dire qu'en gros, lorsque vous aurez une interaction réelle avec quelqu'un, il faudra que cette interaction soit sincère, crantée, analysée et, si vous voulez, même performante, parce que la plupart du temps, ça restera du numérique. Donc, c'est une banalité ce que je vais dire, mais les savoir-être plutôt que les savoir-faire vont être extrêmement importants. Et l'attitude d'une personne déterminera sa capacité à trouver un job. Mais comment vous pouvez dire ça à des gens qui sont dans des zones dans lesquelles il n'y a plus d'emploi, dans lesquelles on a détruit les industries ? Nous, au sein de la Fondation Concorde, on a milité vraiment depuis des années pour qu'on retisse justement ce tissu industriel, parce que c'est cette industrie qui permet derrière d'avoir ces fonctions support-là. Et donc, l'urgence, c'est pas uniquement de dire, effectivement, on va boucher les trous et mettre des pansements sur des jambes de bois, c'est aussi de se dire comment on fait pour que demain, on évite des mouvements sociaux importants. Regardez, on a eu les gilets jaunes alors qu'on n'a même pas la crise.
qui peut imaginer ce qui peut se passer quand vous allez perdre 1 million d'emplois en plus en termes d'impact sur nos territoires et sur l'emploi des gens? Donc c'est cette question-là qu'il faut se poser. Là, pour vous, la vague de faillite, elle n'est pas évitable. En tout cas, pas avec ce qui est fait actuellement. Alors actuellement, elle est évitée. En réalité, puisqu'on a le plus bas taux de faillite de l'histoire, mais on sent que c'est artificiel. On les attend plus tard. Mais on sent que c'est artificiel, c'est-à-dire que c'est totalement sous perfusion. Et si on enlève la perfusion, d'un seul coup, c'est ce qu'on appelle du distressed, eh bien là, vous avez une vague de faillite qui est monumentale. Ouais, et qui risque d'ailleurs de s'accentuer, parce qu'on va avoir une crise des finances publiques qui vont arriver juste derrière, et on va se l'attendre vers 2022, celle-là. Hein. Et il faut être conscient. C'est pour ça que moi je parle du management. Là, on est sur 1 milliard de coûts en plus sur ces mesures. Mais c'est pour ça qu'au lieu d'être dans un management de la contrainte et de l'assistance, mais au contraire, accompagnons, expérimentons, soyons très agiles. C'est là où il faut... Accompagnons les entreprises sur la transformation des métiers, du monde du travail. Bien sûr. Là, ça vaut le coup, et je pense que les partenaires sociaux seront tout à fait d'accord, pour aller accompagner ces transformations. Il faut y aller. On n'a pas le choix. On a des données, nous, sur des études que l'on produit pour un certain nombre d'acteurs économiques qui effectivement nous disent la crise a amplifié ou a accéléré des transformations qu'on avait tendance peut-être un peu à repousser ou à accompagner peut-être un peu plus dans le temps. Là, ça s'est accéléré et c'est très vrai. Je voulais revenir sur 2 choses. La première, c'est effectivement ce que vous disiez, ce qu'on disait précédemment sur cet élan un peu de créativité. J'ai le sentiment qu'on sait toujours à l'aune d'une crise et de la découverte d'une vulnérabilité un peu collective qu'on est le plus créatif. Je pense qu'effectivement, il faut donner les outils et les moyens aux entrepreneurs d'être le plus créatifs et de réinventer d'une certaine façon et aussi une manière de travailler, de repenser des relations clients, des services, des offres, etc. La deuxième chose, c'est qu'on est face à une crise. Et dans l'opinion, c'est très compliqué de le mesurer. Une crise qui fait système. C'est-à-dire que c'est une crise à la fois économique, donc on a des acteurs économiques qui sont totalement légitimes à s'exprimer. Une crise sociale, on a une explosion de la pauvreté en France. Hein. Certains acteurs du monde associatif le disent. On est à, pour certains, plus d'1 million de pauvres en France. Donc c'est quelque chose qui va aussi revenir d'une certaine manière comme une deuxième vague. Et pareil, là, on bouche les trous et on parle d'une prime au RSA. On ne parle pas d'augmentation. Absolument, on parle d'une prime du RSA. Et puis on parle aussi, et puis on dit aussi, mais attention, c'est le retour à l'emploi qui fait qu'on va lutter contre la pauvreté. Donc tout ça fait système. D'ailleurs, le président de la République, dans son allocution, a fait pour la première fois le lien. Si vous vous protégez votre emploi. Donc vous protégez, votre santé, et puis vous protégez aussi votre emploi. C'est preuve aussi qu'on est vraiment dans une crise globale, économique, sociale et sanitaire. Et la marge de manœuvre du gouvernement, c'est incarner cet équilibre-là, et c'est très compliqué. Jean-Marie Leroy. Oui, je partage évidemment complètement. La seule chose, la seule petite nuance que j'apporterais, c'est que pour moi, l'État ne montre pas qu'il est faillible, alors qu'il l'est. Et c'est bien ça notre problème. C'est qu'on est dans un État-providence. Comment faudrait-il qu'il fasse ? On est dans un État qui dit « je peux tout faire ». Voilà, je suis là et il faut sortir la planche à billets et je la sors. D'accord, ça va marcher, mais ça ne va marcher qu'un temps, parce que le système nous dépasse. Il n'est pas que français, le système, il est mondial. D'accord ? Donc c'est là où je dis que, d'accord, il faut accompagner et assister, parce qu'il faut accompagner la crise et ceux qui la subissent. Mais surtout, il faut soutenir les initiatives. C'est là où moi je le vois avec Quadra. Les dirigeants, ils ont la dalle. Ils ont faim, ils ont envie d'y aller, mais ils sont bloqués par plein de choses. Et c'est pas un soutien de quelques milliers d'euros qui va changer la donne. On n'est pas du tout au niveau. Pas du tout au niveau. Si je fais une comparaison avec une entreprise, notre pays, là, il est quasiment en état potentiellement de faillite, d'accord ? C'est ça. Et quand on est en état de faillite et qu'on va voir une banque pour lever de la dette, la banque, la première chose qu'elle vous demande, puisque nous, c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de lever massivement de la dette, elle vous dit, d'accord, mais la dette, où est-ce que vous allez la mettre ? Et si votre business plan, il n'est pas viable et que vous ne dites pas que vous allez investir cette dette-là dans des sujets qui vont permettre de transformer l'entreprise pour que l'entreprise s'en sorte, la banque, elle ne vous prête pas. Alors nous, on nous prête parce qu'on est un État, mais la réalité, c'est qu'on devrait faire exactement le même travail. Ce travail a été fait sur le plan de relance,
avec naturellement des biais idéologiques, parce qu'on a vu la couleur du plan de relance, c'était une couverture verte. Donc on voit bien qu'il y a aussi cette volonté de transformation. Mais là, pareil, pour les PGE, il va falloir renégocier avec les banques aussi pour qu'elles acceptent. Il y a deux secteurs avec lesquels il faut renégocier, les banques et les assurances. Les assurances, on a mis 8 mois pour créer potentiellement un régime assurantiel dédié à la pandémie. On parlait d'agilité tout à l'heure. Enfin, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on est dans une incapacité aujourd'hui à réagir rapidement à ce qui pouvait se faire, alors que pourtant, c'est de l'ordre du contractuel, objectivement. Deuxièmement, les banques qu'on a beaucoup aidées pendant la crise de 2008, je pense que c'est aussi le moment de leur demander parce qu'en plus, en ce moment, il se trouve que juste avant, les taux d'intérêt étaient très bas, et puis la BCE suivait. Donc si les banques ne suivent pas maintenant, ça risque de compliquer l'ensemble du secteur économique. J'allais dire, la théorie du ruissellement que Macron a demandé depuis des mois et des mois, c'est maintenant qu'il faut qu'il intervienne et qu'il aille demander à ses amis banquiers de faire intervenir ce ruissellement en question. Accompagnons les transformations. C'est quoi? C'est justement que on avait des boîtes fragiles avant la crise qu'on est encore en train de soutenir. Et c'est celle-là qu'il faut accompagner en disant on ne peut plus vous soutenir. Par contre, on va vous accompagner vers autre chose, vers d'autres marchés, vers de la concentration. On va aller chercher des fonds d'investissement qui aujourd'hui ont l'argent. Les fonds d'investissement, ils ont l'argent aujourd'hui. Donc il faut aller les chercher. Et c'est ces dirigeants-là et qui vont aussi soutenir la transformation. On parlait tout à l'heure des innovations, des transformations, des initiatives des entreprises. Donc là, on est sur des secteurs, l'événementiel, la restauration, beaucoup secteurs très très touchés. Ils ont réagi, les restaurateurs. Ils ont fait de la vente à emporter, de la livraison. Ils ont su se modifier, transformer leur manière de faire. Là, pareil, il faudrait plus les soutenir dans ces changements. Mais bien sûr, je pense que vous avez parlé vous avez évoqué le terme de consultation. Je pense qu'on consulte à partir du moment où on n'est jamais d'accord. Mais c'est pas ça la consultation. La consultation, c'est aussi accompagner ces initiatives, ces élans de créativité qui sont extrêmement positifs. Pour terminer sur une note un peu d'espoir et d'enthousiasme, nous on réalise un baromètre via Voice Soprasteria sur la performance des entreprises. Les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, bien sûr qu'ils sont inquiets, mais ils sont aussi engagés dans une perspective très dynamique. Ils ont envie que ça aille mieux et ils sont extrêmement motivés pour ça. Et la deuxième chose, c'est que si on reste toujours dans cette attente d'une solution qui viendrait d'ailleurs, d'une crise de l'État ou d'une crise qui va se terminer mais dont on ne sait même pas encore vraiment les contours et les périmètres puisqu'on n'a ni les conséquences exactes, ni les solutions sanitaires et scientifiques. Je pense qu'il faut effectivement accompagner, développer beaucoup plus cette consultation et cette co-construction, cette proactivité du tissu économique français qui a été, il faut le dire, assez exemplaire pendant cette crise et pendant, je l'espère, ce nouveau monde qui va s'ouvrir dans les années qui viennent. Donc oui, accompagnons-les, oui, discutons beaucoup plus, essayons de consulter davantage et de mettre en perspective ces initiatives qui sont réelles. La course, c'est vraiment d'accompagner de nouvelles initiatives pour remplacer ce qui va devoir disparaître. Mais ne freinons pas ce qui doit disparaître, accompagnons ce qui doit disparaître et accélérons, encourageons ces chefs d'entreprise qui ont envie de se bouger et qui ont besoin de cadres autour d'eux. Et nous, Quadra, c'est ce qu'on fait en permanence. Les dirigeants d'entreprise, sur leur recrutement, sont de plus en plus exigeants. Et ils prennent de plus en plus la décision de se séparer de quelqu'un, parce que une crise est révélatrice. Donc, lors de ces recrutements, on peut aller chercher plus d'exigences. Jonas Haddad, qu'est-ce qui se passe? On est dans un ancien monde qui dirige, qui ne voit pas les transformations du monde du travail, qui n'a pas de vision globale? Non, en fait, il le voit, mais nos entreprises, et c'est notre système économique qui le veut, nos entreprises, elles ont des boulets aux pieds quand elles courent dans la compétition mondiale et quand elles courent ici en France pour créer de la valeur. Donc, l'objectif... Et comment on parle de monde d'après? Moi, j'avais fait une tribune dans laquelle je disais, je m'en fous du monde d'après. Moi, je veux voir la France d'après. Le monde, on s'en occupera un peu plus tard. Mais déjà, comment on fait pour la France? C'est très simple. Nos entreprises, on savait qu'avant cette crise-là, elles étaient grevées par un certain nombre incalculable de normes, de taxes, d'impôts en tout genre. Si, quand on sort de cette crise-là, on ne leur a pas enlevé les boulets aux pieds pour qu'elles puissent revenir dans la compétition, pour qu'elles puissent recommencer à produire de la valeur et donc produire de l'emploi, parce qu'on n'a jamais vu autre chose que des entreprises pour produire de l'emploi,
jusqu'à preuve du contraire. C'était un peu le cas avec la baisse des impôts de production dans le plan de relance. On essayait de leur retirer Voilà. des charges. Il faut commencer à en retirer ces chaînes-là, ces boulets, pour que lorsqu'on sort de cette crise-là, elles puissent recommencer à travailler. Et puis elles puissent recommencer à embaucher. Parce que la transformation numérique, naturellement, par certains aspects, elle détruit des emplois. Mais si on veut cette destruction créatrice d'emplois, il faut qu'on puisse aider ces entreprises à avoir plus de compétitivité pour qu'elles puissent transformer, par exemple, la robotisation dans un certain nombre d'industries, pour qu'elles puissent s'adapter. Et on voit que dans les pays qui ont fait ces choix-là, je pense notamment à l'Allemagne ou même au Japon, bien au contraire, au lieu de détruire de l'emploi, le fait d'avoir baissé des charges pour favoriser la numérisation et la robotisation a permis de gagner de la compétitivité. Qui dit compétitivité dit marge de manœuvre et dit emploi et recrutement. Et dans ce cas-là, tout le monde est content. Sinon, on continue, après la crise, le cercle vicieux habituel. Plus d'impôts crée plus de dettes crée plus d'impôts nécessaires, et on continue à être dans cette logique qui nous mène dans l'état actuel des choses. Créons de la richesse, quoi. Créons de la richesse et faisons confiance à nos chefs d'entreprise. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir débattu avec nous aujourd'hui. Merci Jonas Haddad d'avoir été avec nous. Vous restez tous les deux avec moi jusqu'à la fin de l'émission. Et comme tous les vendredis, on termine cette émission avec le livre de Smart Job. Le livre de Smart Job ce vendredi, c'est celui de Christophe Deval, expert RH, coach et psychologue clinicien spécialisé en sciences comportementales. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Votre livre Soft Skills, 10 séances d'auto-coaching pour cultiver ses talents. Ce livre, c'est quoi? C'est un guide pratique pour les salariés? Oui, c'est d'abord une collection qui est tournée autour du monde du travail, et c'est effectivement un guide très pratique sur un sujet où c'est pas toujours évident. Déjà, il n'y a pas beaucoup de livres sur les soft skills, et il y a encore plus rarement des choses très concrètes sur comment on s'y prend. Donc là, c'est très pratique, oui. Comment on s'auto-coach alors? En lisant le livre et surtout en faisant les exercices. Parce que très souvent on lit, on passe à autre chose. Et en fait, pour moi, c'est très proche du fitness. Quand vous inscrivez dans une salle de sport, vous avez un coach qui vous fait votre programme. Bon, puis après, si vous n'y allez pas, vous n'allez pas être plus souple, plus musclé, etc. Donc c'est vraiment d'avoir sa feuille de route pour ensuite s'entraîner, pratiquer. Pour revenir sur ce que vous disiez sur les soft skills, donc en effet, ça pour vous, c'est presque aussi intéressant que les hard skills aujourd'hui dans le monde du travail, que les compétences comportementales sont tout aussi importantes que les compétences techniques? Alors, on va dire que les compétences techniques, c'est l'indispensable, c'est nécessaire mais pas suffisant. Après, quand vous dites compétences comportementales, en fait, c'est pas tout à fait l'angle du livre, parce que ça, c'est pour moi l'ancienne génération. Comment est-ce qu'on négocie, comment est-ce qu'on parle en public, comment est-ce qu'on manage, etc. On est sur quoi? Plutôt de la gestion du stress ou des choses comme ça? Ouais, ce que j'appelle les soft skills internes, c'est comment on gère ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire ses pensées, ses émotions, ses habitudes, parce que ce sont les enjeux d'aujourd'hui. Comment on fait face à l'incertitude, comment on fait face à un changement rapide, et ça va au-delà du comportement. Oui, ce livre arrive à point nommé actuellement avec la crise qu'on est en train de vivre. Moi, j'ai une question. Il ne peut pas non plus remplacer totalement le coaching par un professionnel. Est-ce que c'est les deux qui sont intéressants? C'est la jonction des deux? Peut-être d'abord commencer par un coaching professionnel et ensuite avoir ce guide pratique avec nous? Moi, quand je coach, je fais les deux, c'est-à-dire donne ça comme support. Pour moi, il y a 3 niveaux. Il y a ce qu'on peut faire par soi-même, il y a ce que l'entreprise peut donner comme accompagnement, coaching, formation, etc. Mais ça fait encore tout reposer sur l'individu. Il y a un 3e échelon qui est le contexte de comment on travaille ensemble, comment on s'organise. Si je veux plus d'innovation, il ne s'agit pas juste d'envoyer quelqu'un en coaching pour qu'il y ait de l'innovation dans l'entreprise. Tout à fait. Mais l'individu peut faire aussi preuve de résistance à certains moments quand il est seul, chose auquel il ne fera peut-être pas face à un professionnel. Oui, déjà parce que sinon il n'ira pas le livre. Donc là, il y aura besoin d'un professionnel, même si ça pose question quand on n'a pas envie, quand on résiste, quand on n'est pas très motivé d'avoir un coaching, puisque c'est le b.a.-ba d'être volontaire, on va dire. Il nous reste quelques minutes. Quels sont, selon vous, les enjeux importants, même essentiels aujourd'hui pour un salarié, pour un manager, pour un chef d'entreprise, les éléments sur lesquels il faut travailler pour performer et pour travailler ensuite sereinement?
Pour moi, il y a 3 compétences socles. C'est les capacités d'attention et d'observation pour déjà voir ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qui change dans le contexte. Si on n'a pas ce socle-là, déjà, on continue à faire ce qu'on fait d'habitude. Et ensuite, c'est vraiment cette gestion des pensées, des émotions, de voir que ce qu'on a toujours cru pour vrai, qu'il était peut-être encore il y a quelques mois, ne l'est même plus aujourd'hui, de pouvoir vivre dans l'incertitude. Donc vraiment, ce socle, capacité d'attention, d'observation, gérer ses pensées, ce qu'on appelle la flexibilité mentale, et l'intelligence de ses émotions. Et il est pour les salariés, pour les chefs d'entreprise, ce guide pratique? En fait, il est pour tous les êtres humains. Pour tous les êtres humains. Parce que ça s'applique partout. Ça s'applique en entreprise, ça s'applique avec son conjoint. Pas besoin d'être un avec ses manager, enfants. ça s'applique, voilà. Ouais, exactement. Même s'il y a des chapitres qui sont plutôt orientés vers les managers, notamment coopération. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Christophe Deval d'avoir été avec nous. Je le Merci rappelle, le titre de votre livre, Soft Skills, 10 séances d'auto-coaching pour cultiver ses talents, aux éditions Vibert, je ne l'avais pas dit tout à l'heure. Merci Jean-Marie Leroy et Stuart Shaw d'avoir débattu avec nous aujourd'hui. C'est déjà la fin de votre émission Smart Job. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et je vous dis à très vite sur Bismart.